On va parler d'arrêt du tabac. Avant de parler d'arrêt du tabac, je voudrais vous donner un petit aperçu quand même des chiffres parce que ça va vous permettre de vous repérer un petit peu peut-être par rapport à la population française et puis vous rendre compte aussi que il y a beaucoup de choses qui sont faites par le gouvernement depuis le plan national de réduction du tabagisme qui avait été mis en place par Marisol Touraine. Et en fait, il y a 2 millions de fumeurs en moins depuis 2020. Pas depuis, juste, enfin, en 2020, on a compté une diminution de 2 millions de fumeurs. Donc, c'est vraiment énorme. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de personnes qui arrêtaient de fumer. Donc, c'est vraiment très positif. Et voilà, donc, faut continuer ça. Et ça passe par des actions comme on est en train de faire aujourd'hui de prévention, d'explication en fait simple de comment ça fonctionne. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore 31, enfin presque 32% des Français qui fument entre 18 et 75 ans, qu'il y en a un quart d'entre eux qui fument tous les jours. Donc là, vous m'avez dit que vous fumez, quand en majorité, vous êtes des fumeurs qui fument quotidiennement, il n'y a pas de fumeurs occasionnels. Qu'en moyenne, les fumeurs fument entre 13 cigarettes par jour, donc c'est votre cas, là, en moyenne sur les résultats. Que les femmes continuent de moins fumer que les hommes, mais ça, ce chiffre, il faut faire attention parce que les femmes fument malheureusement de plus en plus. Donc c'est vraiment un sujet qui m'est cher, moi, qui travaillais notamment pour une marque de cigarettes pour les femmes. Les jeunes aussi fument de moins en moins. Alors il y a un phénomène un petit peu mystérieux, enfin en tout cas qu'on ne maîtrise pas encore totalement, qui est l'augmentation du vapotage chez les jeunes, notamment avec les cigarettes puff. Vous avez dû en entendre parler récemment. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est surveillé par les associations et que je dénonce beaucoup, moi. Et donc, on a 5% de la population qui vapote. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. On en parlera sûrement tout à l'heure. Vous aurez probablement des questions sur la e-cigarette. Mais la e-cigarette est un très, très bon outil de réduction de risque. Donc, si vous voulez réduire les risques pour votre santé, vraiment, je vous conseille de passer à la cigarette électronique. Mais ça, on en parlera après parce que ce sera le moment où on parlera des méthodes. D'abord, je vais vous parler de l'addiction au tabac. Mais avant de parler vraiment de l'addiction au tabac, parce que j'ai pas envie de vous faire un cours sur le sujet, c'est pas du tout mon idée, je vais vous faire un petit quiz. Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de donner vos réponses dans le chat. Et Damien, si tu es d'accord, tu me donneras les grosses tendances. Et comme ça, on verra ce que vous connaissez sur la cigarette et on va se rendre compte que très souvent, vous avez des idées fausses sur la cigarette. Et le simple fait d'avoir la bonne info, c'est déjà très motivant. Première question, si je vous dis fumer une cigarette me fait me sentir mieux, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors attention, il peut y avoir des questions pièges, hein, mais bon, vous, surtout ne donnez pas une réponse de bon sens, vraiment donnez ce que vous ressentez. Est-ce que vous vous dites cette cigarette me fait me sentir mieux ou est-ce que vous vous dites elle me fait me sentir moins bien? Damien, est-ce qu'on a des réponses qui Voilà. arrivent dans le chat? On est à 50-50. On est à 50-50. Eh bien écoutez, la bonne réponse, c'est la seule question piège, c'est que c'est vrai et faux. Et c'est bien là la vraie problématique de la cigarette, c'est qu'en fait, c'est un pompier pyromane. C'est-à-dire au début, quand vous commencez à fumer, elle vous apporte un mieux-être, cette cigarette. Et c'est normal, parce qu'en fait, elle va provoquer des shoots de neurotransmetteurs dans votre cerveau. Et tout ça se passe au niveau de la zone de la récompense. Donc, c'est facile à imaginer que ce qui se passe dans la zone de la récompense fait plaisir, c'est une récompense. On a de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, on a de la sérotonine, qui est l'hormone du calme et de la sérénité, et on a de la noradrénaline, qui est l'hormone de la vigilance et de la concentration. Donc, forcément, quand on fume, on est boosté. On est, euh, on est une version supérieure de nous-mêmes. Sauf que ce qu'on oublie trop souvent et qu'on ne nous dit pas assez, c'est que ce boost, cette, cette évolution de nous, on va le payer derrière. On va le payer parce qu'en fait, le cerveau ne donne pas gratuitement. En fait, en obtenant un shoot de dopamine, de sérotonine, de noradrénaline, tout ça, c'est factice. Et donc, ça dérègle votre cerveau qui fait que derrière, il va être dans un creux de la vague. Moi, j'aime bien utiliser l'image d'un roller coaster. Vous savez, ces grands 8 là. On a le shoot en haut où on est bien, et après, hop, on est dans le creux de la vague. Et donc, en fait, au fur et à mesure que vous allez fumer, eh ben, ce shoot de plaisir que vous allez ressentir va juste être le comblement du manque que la cigarette aura elle-même créé. Donc, c'est un vrai leurre. Et puis, en plus, là, je vous parle de ce qui se passe dans le cerveau, mais ça va sans dire que ce qui se passe dans votre corps est négatif. Évidemment, vous le savez en plus, mais c'est pas la peine de vous le rappeler, mais je le dis quand même, que la cigarette, c'est beaucoup de produits chimiques, et on va le voir après, et que ça attaque votre corps et que ça crée des maladies, et que votre corps est en résistance, en lutte pour éliminer tous ces produits, et donc forcément, ça ne lui fait pas du bien. Mais
on est dupé par le plaisir ressenti par le cerveau. Deuxième question, deuxième sur 3. À votre avis, parmi ces 3 produits, la nicotine, produits chimiques et papier de cigarette, il y en a un qui n'est pas dangereux pour la santé. À votre avis, c'est lequel? Damien, est-ce qu'il y a des réponses? Alors, on a le papier de cigarette en majorité. D'accord. Eh bien, écoutez, en fait, la bonne réponse, c'est la nicotine. Et c'est drôle que vous disiez le papier de cigarette parce que c'est vrai que souvent, c'est une réponse qui sort. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est que la nicotine est, est complètement pointée du doigt, à tort, parce qu'en fait, la nicotine, c'est comme de la caféine. Le problème dans la cigarette, c'est pas du tout la nicotine. En fait, ce qu'il faut vous dire, là, ce que je mets dans la réponse, c'est que c'est un cheval de Troie. Là, vous voyez comme certaines personnes peuvent être accros au café. Bon, ben, il n'y a pas mort d'homme quand même d'être accro au café. C'est juste que ça donne un petit coup de boost le matin, on va en boire un peu trop, on va avoir du mal à dormir, on risque d'avoir un peu des palpitations. Voilà, la nicotine, c'est exactement pareil. Si vous faites un trop plein de nicotine, vous allez avoir des palpitations, vous allez avoir mal à la tête, peut-être des nausées, mais ça ne va pas aller plus loin. Ah, l'écran n'est plus partagé. Hop, je reviens. En fait, ce qui est dangereux dans la cigarette, c'est le fait que ce à quoi vous êtes accro, pardon, dans la cigarette, c'est la nicotine à laquelle ont été ajoutés plein de produits chimiques. Ce qui fait que la nicotine arrive en shoot au cerveau. Elle arrive en 7 à 8 secondes. C'est hyper rapide. On va dire 7 à 10 secondes. C'est hyper rapide, il n'y a pas plus rapide. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un dans un film qui va se faire un shoot d'héroïne, on a l'impression qu'il se fait sa piqûre et que fouf, tout de suite, il part. Sauf qu'en fait, l'héroïne, elle met 30 à 60 secondes à arriver au cerveau. Donc, vous voyez la différence quand même de rapidité. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est 3 fois plus rapide. La cigarette. Et donc, c'est vraiment ça, ce à quoi vous êtes accro. C'est le shoot qui va complètement exciter vos récepteurs nicotiniques et qui va faire vraiment un shoot un shoot de neurotransmetteurs. Et après, le fait que ça s'en aille. Et le fait d'être excité développe de plus en plus les récepteurs nicotiniques et il y en aura de plus en plus. Et plus ça va aller, plus ça va être dur de les rassasier parce qu'il y en aura de plus en plus. En revanche, ce qui est dangereux dans la cigarette, ce sont donc les produits chimiques et le papier de cigarette qui brûlent. C'est ça qui est dangereux dans la cigarette, c'est la combustion principalement. Ce qui m'amène à la troisième question. Oh, pardon, je vous ai donné la réponse. J'espère que vous ne l'avez pas vue. C'est combien est-ce qu'il y a de produits chimiques dans la fumée de cigarette? Est-ce qu'il y en a moins de 50? Est-ce qu'il y en a entre 250 et 500? Et est-ce qu'il y en a plus de 4000? J'espère que vous n'avez pas eu la réponse. On a 3B et 2C pour l'instant. Ok. Alors, là, c'est assez rigolo parce que généralement, quand je pose cette question, les gens se disent moins de 50 quand même, ce serait bizarre que ce soit moins de 50 alors qu'il y a B et C. Les gens se disent plus de 4000 quand même, ce serait pas possible. Donc allez, je dis 250-500. Et donc, quasiment à chaque fois, c'est 250-500 qui sort. Sauf que la bonne réponse, c'est 4800. Il y a 4800 produits chimiques dans la cigarette qui sont soit créés naturellement par la combustion, dont je vous parlais juste avant. Donc ça, c'est le monoxyde de carbone qui va aller se placer sur les globules rouges à la place de l'oxygène et donc qui va complètement asphyxier votre corps. Et c'est ce qui va être responsable des maladies cardiovasculaires, dont on parle très peu encore. Je vous explique très rapidement quand même ce mécanisme des maladies cardiovasculaires parce que c'est très facile à comprendre. Et une fois que vous l'aurez compris, ce sera quand même beaucoup plus clair pour vous. Donc en fait, le monoxyde de carbone, il va chasser l'oxygène sur les globules rouges. Les globules rouges, leur rôle, c'est de porter l'oxygène. Donc dès la première bouffée de cigarette, votre corps va être sous-oxygéné. Le problème, c'est que votre corps ne peut pas vivre sous-oxygéné. Donc il va y avoir une réaction en chaîne qui va se mettre en place tout de suite. Le cerveau va envoyer un message à votre cœur en lui disant « pompe plus » pour filtrer plus le sang et produire du sang neuf chargé en oxygène. Le problème, c'est que le cœur qui bat plus vite, ça le fatigue, mais ça fatigue pas que lui, ça fatigue aussi tout votre réseau sanguin parce que le cœur, il bat quand même hyper fort. Et donc, les artères et tout le réseau sanguin va s'épaissir vers l'intérieur parce que s'il s'épaississait vers l'extérieur, vous exploseriez. Donc, il s'épaissit vers l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins la zone de passage est beaucoup plus petite dans votre réseau sanguin. Sauf qu'en parallèle, je vous rappelle que votre cœur va plus vite pour produire plus de sang. Donc, il y a plus de plaquettes, plus de globules, plus de tout ça qui apparaît, qui arrive dans le réseau sanguin. Donc, il y a beaucoup plus de risques de bouchons.
sans compter que les produits chimiques encrassent le réseau sanguin en créant des plaques d'athérome, donc de cholestérol. Et donc, ça va vraiment, il va y avoir de très gros risques de bouchons. Voilà, donc dès la première cigarette, ça apparaît. Ensuite, il y a aussi les goudrons qui sont créés par la combustion. Et ça, les goudrons, on les connaît hein, depuis qu'on est tout petit, on voit ça sur les paquets. C'est ce qui est responsable des cancers. Mais donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des produits chimiques qui sont rajoutés par l'industrie du tabac pour provoquer un shoot de nicotine, le fameux shoot dont je vous parlais. Et donc là, on va avoir des produits incroyables. Le premier qu'on connaît, c'est l'ammoniac, qui a été rajouté par Marlboro au début et qui a fait que, au moment de sa pub sur le cow-boy, il a explosé les charts et il est arrivé sur le podium et il n'a plus jamais quitté cette place-là. Les concurrents de Marlboro se sont dit, c'est quand même bizarre, c'est pas juste une communication qui va aider la marque à passer du fin fond des parts de marché au top. Et donc, ils ont analysé la cigarette. Ils se sont rendus compte que Marlboro avait ajouté de l'ammoniac. Et donc, ils se sont dit, plutôt que de le dénoncer, parce que c'est quand même de l'ammoniac, qu'ils allaient faire pareil. Et donc, depuis cette date, depuis le milieu des années 50, 60, il y a de l'ammoniac dans toutes les cigarettes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'antimite, il y a aussi du produit qu'on retrouve dans les piles, et il y a du polonium, qui est un agent radioactif. Et pour la petite histoire, ce polonium, c'est un agent qui est capté naturellement par les feuilles de tabac pendant qu'elles poussent. Et quand les instances de sécurité sanitaire se sont rendues compte qu'il y avait du polonium, donc je vous parle de ça il y a quand même assez longtemps, ils ont demandé à l'industrie du tabac d'enlever le polonium. On parle quand même d'un agent radioactif. Et donc là, l'industrie du tabac a envoyé tous ses lobbyistes en disant « Non mais attendez, vous rigolez, enlever le polonium, c'est hyper compliqué pour nous, c'est quelque chose qui est capté naturellement par les feuilles, ça va nous coûter une fortune, c'est en dose résiduelle, laissez ça là, s'il vous plaît, c'est ridicule comme combat, on passe à autre chose. » Et les instances de sécurité sanitaire ont dit « Ok, on passe à autre chose. » Sauf que maintenant, on sait que si on fume un paquet de cigarettes par jour, à la fin de l'année, c'est l'équivalent d'un peu plus de 300 radios du poumon en termes de radioactivité. Donc c'est colossal. Et le vrai mystère, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a encore tous ces produits chimiques dans la cigarette et que personne ne... Enfin, voilà, et que ces produits sont toujours en vente. Ça, c'est le gros mystère. Mais tout ça pour vous dire que la cigarette, c'est une bombe de produits chimiques pourris, quoi, hein, vraiment une benne à ordures, et que tout le reste, c'est du marketing. Mais le problème, c'est que le marketing, c'est hyper puissant parce que c'est ça qui nous fait commencer à fumer, c'est ça qui nous fait continuer et qui nous fait donner des super pouvoirs à la cigarette. Et c'est là qu'il va falloir travailler pour détricoter toutes ces croyances qu'on a sur la cigarette. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est que quel que soit l'âge que vous avez, il n'y a pas de mauvais moment pour arrêter de fumer parce que du simple fait que vous arrêtiez de mettre du monoxyde de carbone dans votre corps, les effets positifs vont se ressentir très très vite. Au bout de 24 heures, il n'y a plus de monoxyde de carbone, ce qui fait que vous re-respirez normalement, que votre cœur se remet à battre normalement, que vos artères commencent à retrouver une taille normale. Donc tout le système cardiovasculaire commence à respirer et à aller mieux. Donc même si vous avez 80 ans, c'est bon d'arrêter de fumer. Ensuite, tout va se réveiller. Par exemple, quand vous fumez, toutes vous avez des cils vibratiles dans la gorge qui vous aident à expectorer, et ben eux vont se réveiller et le travail de nettoyage va se mettre en marche. Donc c'est ce qui fait peut-être que vous allez tousser un petit peu au début, mais ça va durer quelques mois. Et surtout, dites-vous que cette toux, elle est nécessaire parce que tout ce que vous expectorez, c'est ce que vous aviez encrassé dans votre corps. Donc ne vous dites pas que vous attrapez plein de maladies, c'est un passage quasi systématique et c'est temporaire. Et donc, finalement, on se rend compte quand on analyse des cohortes de fumeurs comme ça qui arrêtent de fumer qu'au bout d'un an, le risque de faire un AVC est quasiment équivalent à un non-fumeur au bout d'un an. Donc c'est hyper rapide et que le risque d'infarctus, il baisse de 50% au bout d'un an. Il redevient le même qu'un non-fumeur au bout de 5 ans et que le cancer du poumon, en moyenne, baisse de 50% le risque de faire un cancer du poumon au bout de 5 ans. Et que après, au bout de 10 ans ou 20 ans, ou peut-être plus, ça dépend de combien vous avez fumé et combien de temps, mais qu'à un moment donné, vous avez la possibilité de récupérer l'espérance de vie que vous aviez avant de commencer à fumer. Donc vraiment, ça va vite. Et l'objectif ultime, c'est pas tant de récupérer son espérance de vie initiale, c'est surtout de limiter les risques et de gagner en qualité de vie. Et ça, la qualité de vie, vous allez la retrouver très vite du fait de ne plus avoir de monoxyde de carbone. Surtout, Damien, si tu vois des petites questions qui apparaissent dans le chat, n'hésite pas à me les partager. Je peux les prendre. Non, pour l'instant, c'est bon. Ok, super. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des étapes pour arrêter de fumer. En fait, vous allez voir,
je vais vous proposer en fait à la fin de ce webinaire un mémo dans lequel il y aura des tests qui vont vous permettre de faire le point sur votre dépendance au tabac, de voir quel est votre profil à vous de fumeur. Parce qu'on est tous différents. On est tous différents, mais tout ce qui compose votre dépendance, moi je le connais. Je le connais parce que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Mais la combinaison de tout ça est unique. Et même si votre relation au tabac est unique, les étapes pour arrêter de fumer sont toutes les mêmes pour tout le monde. Et ça, c'est hyper important de le comprendre et de vous dire qu'il faut agir méthodiquement et progressivement. La première étape pour arrêter de fumer, à votre avis, c'est quoi? Et là, je vais vous demander de me le dire ça dans le chat. Et Damien, si tu peux me donner les réponses des personnes. Qu'est-ce qui est primordial pour commencer, pour se lancer dans l'arrêt du tabac? Qu'est-ce qui, s'il n'est pas là ou si elle n'est pas là, mettra votre arrêt du tabac dans la panade et fera que vous n'y arriverez pas? Alors, on a l'envie pour l'instant, la passion, le vouloir, commencer à diminuer progressivement. Ouais. On a les patchs, Ok. la motivation qui revient, la volonté. Ok. Ok, super. Pour ceux qui ont dit réduire ou mettre les patchs, vous êtes déjà dans l'action là. Vous brûlez les étapes. Parce que mettre des patchs quand on ne sait pas pourquoi on fume, quand on ne sait pas quelle est notre dépendance, c'est un peu prématuré. Et puis réduire, c'est déjà passer à l'acte. Mais au tout début, c'est la motivation. Et donc vous l'avez beaucoup dit, et donc ça c'est super. Et il y en a qui ont dit le vouloir, l'envie et tout ça fait partie de la motivation. Là, je vous ai mis l'image d'un feu de bois. J'aime beaucoup cette image parce qu'en fait, le feu de bois, ça représente bien tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut pour arrêter de fumer. D'abord, il faut vouloir faire un feu de bois. Ça paraît évident, mais c'est tout aussi évident que vouloir arrêter de fumer. Si vous ne voulez pas arrêter de fumer, personne ne le fera à votre place. Il n'y a pas de recette magique. Et ça, c'est hyper important. Il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google qui vous disent ça va être hyper facile, en un clin d'œil, vous allez arrêter de fumer sans même vous en rendre compte. C'est des gros menteurs. Et donc, vraiment, faites très attention à ça parce que rien ne vous empêchera d'allumer une fumée. Il n'y a pas une main invisible qui va arriver qui va vous empêcher d'allumer votre cigarette. Donc, le plus important, c'est que vous le vouliez. Et on va en parler juste après. Ensuite, il faut trouver des bonnes bûches de bois. Parce que pour ceux qui ont déjà fait un feu de bois, vous rendez compte que si vous prenez du bois mouillé ou si vous prenez du bois qui est trop jeune, voilà, ça va beaucoup moins brûler ou ça va brûler trop vite. Ce qu'il faut, c'est des bonnes bois, c'est des bûches de bois bien secs. Voilà, c'était le moment bûcheron. Et ben, pour arrêter de fumer, c'est la même chose. Les bûches représentent les bonnes raisons d'arrêter de fumer. Toutes les bonnes raisons sont bonnes à prendre, mais il y en a qui sont meilleures que d'autres. Et donc, c'est important, quand vous faites la liste de vos bonnes raisons, de vraiment vous concentrer sur les bonnes raisons de bon bois. Voilà. Ensuite, il faut mettre le feu. Donc, c'est l'étincelle, c'est le déclic, c'est le passage à l'action. Et ensuite, il faut entretenir le feu. Et ça, on sous-estime trop souvent ce moment d'entretien de la flamme. Donc, la motivation, c'est 3 choses. C'est le vouloir, comme je vous le disais. Mais vouloir arrêter de fumer, c'est pas assez précis pour moi. Quand j'accompagne des personnes, je leur demande vraiment de préciser ce qu'elles entendent derrière leur volonté d'arrêter de fumer. Est-ce qu'elles veulent faire du bien à leur santé? Est-ce qu'elles veulent diminuer, gagner en souffle? Est-ce qu'elles veulent se libérer? Est-ce qu'elles veulent faire plaisir à leurs enfants? Et en fonction de ça, on va pas avoir les mêmes stratégies. Par exemple, si quelqu'un me dit, moi, je veux arrêter parce que ma femme n'arrête pas de me casser les pieds, parce qu'elle veut que j'arrête, et je lui dis, on va continuer à réfléchir aux bonnes raisons, parce que là, c'est une raison extérieure, et une fois que votre femme arrêtera de vous féliciter parce que vous avez arrêté de fumer, vous allez très probablement reprendre parce que vous allez vous dire que finalement, ça n'en valait pas la peine. Même chose, je vais vous dire, quand quelqu'un a une maladie et qui vient me voir en me disant, il faut que j'arrête de fumer. Le il faut, généralement, est à questionner. Pourquoi il faut? C'est quoi cette pression extérieure? Alors, évidemment, la maladie peut réveiller des envies profondes, internes, de faire attention à sa santé. Donc là, c'est très bien. Mais si c'est une pression de médecin, c'est pas suffisant. Et si vous voulez vous libérer, par exemple, si vous voulez faire attention à votre santé, et ben là, dans ces cas-là, la cigarette électronique, par exemple, va être utile. Mais si vous voulez vous libérer, la cigarette électronique ne va pas être très utile parce que vous allez garder un objet et donc vous allez avoir l'impression de ne pas avoir gagné au change.
Donc tout ça, c'est très, très important. Soyez très précis avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? La deuxième étape, c'est se sentir prêt. Vous voyez, pour avoir ce déclic et faire pencher la balance du côté de l'arrêt. Et donc pour ça, très souvent, quand on pense à l'arrêt du tabac, on pense à ses bonnes raisons, mais on ne pense pas assez à ce qui nous bloque, à ce qui nous freine. Et donc, c'est un exercice que je vais vous proposer de faire à la fin du webinaire quand on passera à ce moment de questions-réponses. Et si on a encore un peu de temps, c'est de passer en revue vos freins. Parce que très souvent, et je le vois, mais tout le temps quand je suis en rendez-vous avec des fumeurs, il y a une sorte de bonne conscience qui nous dit non mais je peux pas dire ça, c'est bête. Non mais oui, c'est vrai que j'ai peur de grossir, mais c'est idiot. Vous voyez, comme une petite voix qui va vous brimer en fait sur ce que vous pensez profondément. Et ben en fait là, je vais vous demander de virer cette petite voix et de vraiment lister tout ce qui vous bloque. Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est le fait de vous sentir seul? Est-ce que c'est le fait d'avoir peur de grossir, la peur d'être irritable et tout ça? Et le fait d'avoir une vision très très claire de ce qui vous fait peur, et ben ça va nous permettre de travailler sur les vraies problématiques et peut-être de travailler sur le fond du sujet. Et une fois que tout ça sera clair pour vous, il n'y aura plus aucune peur d'arrêter de fumer. Et donc, vous vous lancerez facilement. Et le dernier point, c'est le fait de se sentir capable. Et pour se sentir capable, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller comme ça, la tête la première, sans un peu comme une autruche qui n'irait pas regarder ce qui se passe autour. Si vous avez l'habitude de fumer, par exemple, quand vous faites la fête avec des amis et qu'il se trouve que vous voyez des amis plusieurs fois par semaine, bon, bah, il faut y penser à ça. Vous n'allez pas arrêter de voir vos amis quand vous allez arrêter de fumer. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir faire? Quelle va être votre stratégie? Est-ce que vous allez prendre une cigarette électronique pour substituer votre cigarette? Est-ce que vous allez faire une petite pause d'une semaine juste pour gagner en force et y retourner après? Est-ce que vous allez avoir je sais pas, travailler vos bonnes raisons, vous faire un petit cahier. Bref, tout ça se prépare. Il faut pas faire l'autruche quand on arrête de fumer. Il faut vraiment être très honnête avec ses peurs, avec la situation, et il n'y a rien qui est ridicule. Ceci étant dit, on passe dans le dur, qui est comprendre sa relation à la cigarette. Donc là, je vais vous expliquer les différentes facettes de l'addiction au tabac et ensuite, vous verrez dans le mémo, comme je vous disais, il y aura des tests et ces tests vous permettront, vous, de savoir exactement où vous vous situez. Mais il y a fort à parier qu'avec ce que je vais vous dire, vous allez déjà avoir une idée de votre profil de fumeur. Donc, le premier pan de la dépendance, c'est la dépendance physique. La dépendance physique, tout le monde ne l'a pas. Il y a 5% des fumeurs qui sont des fumeurs occasionnels qui ont un cerveau qui ne réagit pas normalement à la cigarette. Donc là, aucun de vous n'est fumeur occasionnel a priori, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cigarette, elle est étudiée en laboratoire, elle est fabriquée en laboratoire par des scientifiques dont le rôle est de la rendre de plus en plus addictive, de jouer avec cette intensité du shoot de nicotine, en ajoutant des produits chimiques, comme je vous disais au début. Et juste pour que je vous explique comment ça fonctionne, que vous compreniez aussi, c'est la nicotine va aller se clipper, donc à chaque bouffée de cigarette, la nicotine va aller se clipper dans la zone de la récompense sur des récepteurs dits nicotiniques, mais qui servent à l'origine à autre chose, mais il se trouve que la nicotine va dessus, et qui va faire comme si elle appuyait sur un bouton et va produire de la noradrénaline, de la dopamine, de la sérotonine. Tous ces récepteurs nicotiniques, d'habitude, sont utilisés quand vous faites quelque chose qui vous maintient en vie ou qui perpétue la race humaine. Par exemple, quand vous allez boire de l'eau, quand vous allez manger, quand vous allez faire l'amour, là, paf, vous allez avoir ces shoots de dopamine. Sauf que dans la vie de tous les jours, quand vous mangez, vous avez un shoot de dopamine, mais il y a un petit agent régulateur dans le cerveau qui va faire le tri. Parce qu'il n'est pas question que vous deveniez accro à la nourriture, accro au sexe, tout ça. Si ça arrive, c'est qu'il y a un dérèglement au niveau de votre cerveau. Donc là, le rôle de ce régulateur, c'est vraiment de faire le tri pour laisser juste la bonne dose de nicotine, une toute petite dose, un peu comme une petite caresse, là, c'est bien, on est content, ça nous donne envie d'y revenir pour plus tard. Dans la cigarette, les scientifiques ont ajouté du sucre. Et ce sucre, en fait, sa caractéristique, c'est que quand il va y avoir le shoot de dopamine, de sérotonine, de noradrénaline, eh ben, il va être bloqué par le sucre et donc votre cerveau va être inondé de tous ces neurotransmetteurs. Et comme le cerveau n'aime pas gâcher, eh ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des nouveaux récepteurs nicotiniques pour capter toujours plus. Donc, c'est normal, mécaniquement, plus vous allez fumer, en quantité et ou en durée, plus vous allez avoir de récepteurs nicotiniques dans votre cerveau et plus ils vont être durs à rassasier. Et donc, ces récepteurs nicotiniques vont de plus en plus ressembler à ce chien méchant derrière sa grille.
C'est-à-dire que dès que ces récepteurs nicotiniques ne vont pas avoir leur dose, ils vont se mettre à grogner, littéralement, et vous faire ressentir des symptômes de manque très perturbants qui vont être de l'ordre du changement d'humeur. Vous allez vous sentir anxieux, vous allez vous sentir agité, vous allez vous sentir irritable, vous allez avoir faim, vous allez avoir des problèmes de concentration, peut-être une humeur dépressive et peut-être des troubles du sommeil. Alors, je vous rassure, généralement, on ne ressent pas tous ces symptômes, mais très souvent, on en ressent 2, 3, 4. Donc, ça se voit peut-être pas là comme ça, mais ce que je vous dis là, c'est une très bonne nouvelle. C'est qu'en fait, si vous êtes un fumeur occasionnel, il n'y a aucune raison que vous ressentiez ces symptômes de manque. Et si vous êtes dépendant physiquement, eh ben, il y a un outil qui est assez incroyable, qui va enlever tous ces symptômes de manque, ça s'appelle la nicotine de substitution. La nicotine de substitution, on en parlera à la fin plus en détail dans les méthodes, mais ça, vous les connaissez, hein, c'est des patchs, il y en a un de vous qui l'a cité tout à l'heure, mais il y a aussi les formes orales, il y a aussi la nicotine que vous pouvez prendre dans la cigarette électronique. Cette nicotine, c'est la nicotine naturelle. Donc, c'est vraiment comme si vous buviez un café. Hein, si vous aviez un patch de caféine, que vous colliez sur vous. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va donner de la nicotine en continu à vos chiens fous, qui vont être du coup hyper calmés, hyper contents, rassasiés, et ils vont aller se coucher à la niche. Et ça va se faire progressivement. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que si vous arrêtez de fumer sans nicotine, ces chiens fous vont crier, hurler, vous faire une vie un petit peu compliquée, voire très compliquée, mais à un moment donné, ils vont comprendre qu'il n'y a plus de nicotine et ils vont aller se coucher. Moi, ce que je vous propose avec la nicotine, c'est que ça se passe dans le confort. Qu'en fait, cette nicotine de substitution, elle prenne en charge le sevrage physique sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est hyper important ça, parce que le problème quand on arrête de fumer, c'est pas vraiment la dépendance physique, c'est la dépendance psychique dont on va parler juste après. Et ça, c'est très très important que vous preniez conscience de ça. Il y a Allen Carr, par exemple, dans son livre, que j'aime beaucoup, hein, qui est vraiment une bombe de motivation, dit quelque chose quand même qui, moi, m'embête, c'est qu'il dit que la nicotine, il ne faut pas prendre de nicotine pour arrêter de fumer. Et donc, en fait, de se positionner un peu comme un Rambo qui va aller tuer la bête intérieure, fouetter les chiens, et que c'est vraiment un combat qui s'engage. Moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Parce que on a d'autres chats à fouetter, qu'on a déjà une vie qui est un peu stressante, voire beaucoup stressante, qu'on a de l'anxiété qui vient de tout ce qui se passe dans le monde extérieur, une charge mentale de folie. Si on pouvait éviter de se faire attaquer par ces chiens fous, là, ben, ce serait quand même mieux. Je ne sais pas ce qu'est votre avis, mais c'est le mien et je vous le partage. Donc, on en parlera après pour vous expliquer un peu comment est-ce que ça s'organise avec cette nicotine. Et puis après, il y a surtout une chose qui est importante aussi, c'est que vous avez le droit de ne pas vouloir prendre de nicotine naturelle. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez très bien vous tourner vers des plantes qui vont cibler chacun de ces symptômes un à un. En tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas laisser la dépendance physique vous happer quoi, et vous détourner de l'arrêt du tabac. Donc le deuxième pan de cette dépendance, c'est la dépendance psychologique et comportementale, que là, je représente par un petit caniche tout mignon. Alors en effet, il est tout mignon, mais il peut être très très agaçant. Vous voyez, c'est ce petit chien qui vient toujours vous voir, qui a toujours comme ça, vous touchez la jambe pour que soit vous le caressiez, soit que vous jouiez avec lui, soit que vous lui donniez à manger. Bref, il est toujours dans vos pattes. Bon, eh ben, ça c'est la dépendance psychique. C'est pas violent, mais c'est très agaçant. La bonne nouvelle, c'est que si vous prenez en charge votre dépendance physique avec de la nicotine, eh ben, cette dépendance psychique, elle ressortira beaucoup plus facilement. Et vous la verrez très clairement. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Donc la dépendance psychique, en gros, c'est la dépendance comportementale et de la dépendance psychologique. La dépendance comportementale, il y a 3 pans. C'est fumer parce que vous y pensez. Donc là, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre cerveau, en fait, crée des routines, des habitudes. Il est comme ça. Il peut pas, en fait, systématiquement réfléchir à ce que vous allez faire, ce que vous devez faire, parce que son objectif ultime, lui, il a été créé pour vous protéger, votre cerveau. Donc, il faut qu'il libère de la bande passante le plus possible pour pouvoir se concentrer sur les éventuels dangers. Donc, dès qu'il peut automatiser, il automatise. Et il y a fort à parier que, en tant que fumeur, vous fumez à heure plus ou moins fixe. C'est normal, hein, c'est la sinusoïde de la dépendance. C'est-à-dire que vous prenez un shoot de nicotine, la nicotine s'en va de votre cerveau, vous êtes dans un creux de la vague, vous fumez, vous remontez, ça redescend, vous fumez, ça remonte, etc., etc. Donc généralement, toutes les heures, toutes les 2 heures, vous prenez une cigarette. Eh ben, quand vous prendrez en charge votre dépendance physique avec des patchs,
Il n'empêche que votre cerveau se souviendra qu'à heure fixe, vous preniez une cigarette avant. Et donc, il vous enverra une petite alarme. Et donc, c'est là que vous aurez un petit message pop-up qui vous dira « Tiens, je prendrais bien une petite cigarette. Ah, mais non, je fume plus. » Et si vous prenez de la nicotine, vous pourrez dire « Ah, non, je fume plus. » Sauf que si vous ne la prenez pas, eh ben, cette envie psychologique, enfin comportementale, pardon, sera couplée à une envie physique et qui va être très dure à supporter. Donc ça, c'est la première. La bonne nouvelle, c'est que cette dépendance comme ça, cette envie pop-up, elle va disparaître très, très rapidement. Vraiment, elle va diminuer en intensité et en fréquence. Vous allez le voir à l'œil nu, en fait, d'une semaine sur l'autre. Donc, c'est vraiment une question de patience. Ensuite, on fume par mimétisme. Et donc, ça, c'est les neurones miroirs. Vous voyez, c'est vraiment le fait de voir quelqu'un qui fume, que ce soit en réel ou dans un film, à la télé, va vous donner envie de fumer. C'est pour ça d'ailleurs que l'industrie du tabac sponsorise autant l'industrie cinématographique. On pourrait penser qu'il y a beaucoup moins de cigarettes à l'écran, mais ça c'est faux. Il y a une étude que je vous invite à regarder qui s'appelle Tabac et cinéma, qui a été, c'est des films qui sont suivis depuis 10 ans par la Ligue nationale contre le cancer et qui prouvent que ça va crescendo. Plus ça va, plus le tabac est présent à l'écran. Et la nouveauté en fait, et ça c'est pas la nouveauté, c'est pas nouveau, hein, c'est que l'industrie du tabac, c'est plusieurs entreprises, mais qui savent très bien communiquer entre elles quand il faut faire prospérer leur business, se sont mis d'accord pour ne plus mettre en avant de marque, mais pour montrer la cigarette tout court. Parce que finalement, si on maintient la présence de la cigarette dans l'esprit des gens, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, ils continuent de la montrer à l'écran. Mais ça passe pas que par des cigarettes, ça passe aussi par des objets détournés, des cendriers, des paquets, voilà. Je vous invite à regarder cette étude, c'est vraiment très intéressant. Et le dernier pan, c'est l'automatisme. L'automatisme, donc là, on est vraiment sur du Pavlov. Donc Pavlov, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expérience qui a été faite par Monsieur Pavlov avec un chien. On est toujours avec beaucoup de chiens avec moi là. Donc l'expérience, il s'était rendu compte qu'un chien, à heure fixe, quand on lui donne sa gamelle, dès qu'il voit sa gamelle, il salive. Et il a voulu voir si d'autres choses pouvaient activer la salive, en fait, activer cette prise de conscience du chien que la nourriture arrivait. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que systématiquement, au moment de la gamelle, il faisait sonner une cloche. Et il l'a répété tous les jours, vraiment mécaniquement, tous les jours, pendant des semaines et des semaines. Et un jour, il n'a fait que sonner la cloche et il s'est rendu compte que le chien salivait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le chien a fait une association entre la sonnette et la gamelle et qu'à la fin, la sonnette a remplacé la gamelle dans l'esprit du chien. Eh bien, dites-vous que dans notre cerveau, à nous d'humains, c'est exactement la même chose. Et qu'à force de prendre systématiquement une cigarette avec un autre produit, par exemple, eh ben, la simple consommation de l'autre produit va automatiquement enclencher chez vous une envie de cigarette. Donc là, je vais vous parler de choses que vous connaissez. Hein. C'est le café-cigarette. C'est pas comme ça pour tout le monde, mais c'est comme ça. Quand vraiment l'association est systématique, il va y avoir un appel, pareil, un petit pop-up qui va arriver en disant tiens, une petite cigarette. Donc il y a le café, il y a l'alcool, mais il n'y a pas que les produits. Il peut aussi y avoir le fait de systématiquement allumer une cigarette quand on prend son téléphone. Allumer une cigarette quand systématiquement on rentre dans sa voiture ou quand on fait un trajet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de l'automatisme. Tout de suite, dès que vous faites cette chose-là ou dès que vous consommez ce produit, il y a un appel automatique de cigarette. Ensuite, il y a les cigarettes qui sont psychologiques. Et donc là, l'idée du psychologique, c'est qu'en gros, votre cigarette vous apporte un mieux-être. Un mieux-être soit par rapport à une situation qui va déjà bien, donc c'est la cerise sur le gâteau, de je suis en train de vivre un moment de convivialité avec des amis, est-ce que je pourrais pas être un tout petit peu mieux? Je suis sûre que ça vous parle. Et l'autre cigarette qui là, à 100% va vous parler, c'est je ne vais pas bien, enfin à 100%, allez, 99, je ne vais pas bien, je vais fumer une cigarette pour aller mieux. Ça, c'est la cigarette psychologique. Vous le verrez dans le mémo que Damien vous a partagé là dans le chat. Il y a le test de Horn que j'ai un petit peu adapté qui va vous permettre de faire ressortir les différents profils, vos différents profils psychologiques et comportementaux qu'on va passer en revue maintenant. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour la dépendance physique, il y a le test de Fagerström qui est aussi présent dans le mémo. Et donc là, vous allez, en répondant à ces questions, voir si vous êtes plus ou moins dépendant. Et en gros, c'est assez simple, hein, c'est que plus vous êtes dépendant, plus votre score est élevé, plus on vous recommande de prendre de la nicotine parce que vous allez avoir des symptômes de manque qui vont être a priori très forts. Et donc, on vous recommande d'éviter ça en mettant de la nicotine. Donc, maintenant, si on devait parler des profils psychiques, psycho-comportementaux. D'abord, à gauche, la catégorie besoin. Donc là, on est vraiment sur la cigarette, vous savez, cet appel automatique de tiens, je prendrais bien une petite cigarette
parce que ça vient à heure fixe. Donc là, ce qui est très important pour ça, c'est de vérifier qu'il n'y a pas une dépendance physique forte. Parce que plus votre dépendance physique sera forte, plus vous aurez ces petits appels pop-up, évidemment. Parce que plus votre dépendance physique est forte, plus il y a à parier que vous fumez beaucoup de cigarettes et donc que vous fumez à heure rapprochée. Et donc, cet appel de la cigarette va revenir plus rapidement. Voilà. Donc là, ce qui est très important pour cette catégorie-là, c'est de bien prendre en charge la dépendance physique pour limiter l'intensité de ces envies pop-up et ensuite de se faire une liste de choses que vous pourriez faire quand ces envies arrivent, sachant que l'idée, c'est vraiment de faire dérailler votre train de pensée. Dès qu'une envie arrive, vous vous dites, tiens, automatiquement, je me lève, automatiquement, je vais aller, par exemple, changer de salle, boire un verre d'eau, appeler quelqu'un, prendre mon téléphone. Vous passez à autre chose. Vous n'écoutez pas cette envie. Et encore une fois, si vous avez des patchs ou de la nicotine de substitution, il suffira de dire, je fume plus. Donc non, je ne vais pas répondre à cet appel et ce sera aussi simple que ça. Ensuite, il y a la catégorie habitude, le profil habitude. Donc là, on est vraiment sur Pavlov. Donc, le travail à faire, c'est d'identifier le produit ou le comportement que vous avez associé à la cigarette. Est-ce que c'est le café? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est d'autres choses? Ça peut être plein de choses. Hein. Et là, il y a 3 stratégies possibles. Possible ou pas. Hein. C'est à vous de voir ce qui vous plaît. C'est très important de s'écouter quand on choisit ces méthodes pour arrêter de fumer et qu'on crée sa stratégie. Donc, la première, c'est d'arrêter de consommer ou de faire ce qui appelle la cigarette. Alors, c'est parfois impossible. Par exemple, si à chaque fois que vous montez dans votre voiture, vous allumez une cigarette, vous n'allez pas arrêter de prendre votre voiture parce que ça peut être très compliqué d'arrêter de prendre votre voiture pour aller travailler. Ou par exemple, moi je sais que quand j'avais arrêté de fumer, j'avais une de mes nombreuses tentatives, j'avais arrêté le café. Bah, ça a été un enfer pour moi d'arrêter et le café et la cigarette. Et donc, plutôt que de reprendre le café, j'ai repris la cigarette. Quand on arrête de fumer, on a des logiques un peu bizarres. Donc, voyez ce qui est possible pour vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous arrêtez la source, et ben forcément, il n'y aura plus d'appel. En tout cas, beaucoup moins. Donc, ça va vous faciliter la tâche. Quelque chose que les personnes que j'accompagne font parfois et qui est très efficace en ce qui concerne l'alcool, c'est de faire un mois sans alcool. Et là, ça fait un mois en plus, ça fait énormément de bien à votre corps. Hein. Et puis, ça fait que quand vous allez reprendre l'alcool avec modération le mois d'après, eh ben, les appels seront beaucoup moins présents, voire auront disparu. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de remplacer la cigarette par autre chose. Parce qu'en fait, quand votre cerveau appelle une cigarette automatiquement, il appelle un plaisir. Hein, c'est ça, et on est quand même toujours un petit peu sur ce registre du mieux-être ou du bien-être en tout cas, hein, parce que on parle toujours de dopamine, de sérotonine, de noradrénaline, donc il y a quand même un truc que votre cerveau appelle. Eh ben, je vous propose moi de remplacer cette cigarette par un autre plaisir. Alors par exemple, le café à la fin du repas, remplacez-le, pas le café, pardon, la cigarette avec le café à la fin du repas, remplacez-la par un petit carré de chocolat noir. Ça va vous donner du magnésium, ça va vous faire un petit shoot de bien-être. Mettez un petit peu de sport peut-être dans votre vie, allez marcher, prendre un peu l'air, trouvez quelque chose qui peut remplacer votre cigarette. Et c'est là où typiquement la cigarette électronique peut être très utile. Donc ça, c'est la première technique ou la deuxième technique. Et ensuite, il y a la troisième technique qui peut être cumulée avec la première ou la deuxième. Et là, l'idée, c'est de perturber votre routine. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que notre cerveau automatise les choses. Et bien là, dites-vous que si vous perturbez votre routine, votre cerveau va être perdu. Il va avoir tout de suite envie de recréer des nouvelles routines. Et si plein de choses sont changées, eh ben, il va beaucoup moins se rendre compte que la cigarette n'est plus là. Par exemple, le matin, je suis sûre que vous êtes hyper routinier. Vous vous levez, vous allez préparer votre café, vous allez prendre votre douche, vous allez prendre votre petit déjeuner, vous buvez votre café, vous fumez votre cigarette, toujours au même endroit, toujours avec le même bol. Voilà, je sais pas, j'imagine. Mais on est très nombreux à avoir une vie ritualisée. Eh bien, changez ça. Dites-vous que le matin, vous vous levez, directement vous partez sous la douche, vous allez prendre un café à emporter au café du coin et vous allez commencer votre trajet pour aller travailler à pied. Voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est de cet ordre-là. Et là, votre cerveau va se dire, mais qu'est-ce qu'il me fait? Et donc, il va recréer des routines autrement et la cigarette sortira de l'équation beaucoup plus facilement.
Troisième catégorie, la stimulation. Donc la stimulation, c'est pour les personnes pour qui la cigarette va aller faire un gros shoot de noradrénaline. Donc l'hormone de la vigilance et de la concentration. Donc là, il y a pas mal. Enfin, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut prendre votre mal en patience. C'est que le fait de fumer dérègle complètement votre production de neurotransmetteurs. Et donc, vous déconcentre parce que vous avez un shoot d'hormones qui vous aide à vous concentrer, mais vous le payez derrière. Donc, quand vous faites la moyenne de votre journée, vous avez une capacité à vous concentrer qui est bien inférieure à ce que vous pourriez faire si vous étiez non-fumeur. Mais ça, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous ne voyez que les shoots de concentration. Quand vous allez arrêter de fumer, il va falloir à peu près 3 mois pour que la production de dopamine redevienne normale. Et la dopamine est précurseur de la noradrénaline. Donc, au bout de 3 mois, votre production de noradrénaline va redevenir normale. Donc, il va falloir prendre votre mal en patience. Mais vous pouvez aider votre cerveau à se concentrer plus facilement. Vous pouvez vous aider, par exemple, d'huile essentielle de menthe poivrée. Vous prenez un petit flacon, vous en mettez soit comme ça, vous respirez à même le pot, soit vous en mettez sur un petit mouchoir que vous respirez. Ça va vous aider à remettre vos idées au clair. Ou vous remettez du sport dans votre vie ou vous augmentez la dose de sport dans votre vie parce que quand vous faites du sport, cardio notamment, vous allez booster la production de noradrénaline. Ou vous mettez le focus sur certains aliments comme les aliments qui sont riches en tyrosine, qui vont vous aider à produire de la dopamine et donc par répercussion de la noradrénaline. Voilà, tout ça, je vous invite à regarder ça sur Internet. Peut-être sur le mémo, je ne sais plus si je l'ai mis sur le mémo, je crois que oui. Mais voilà, dites-vous, aidez-vous de la nature. La nature est là pour vous aider. L'alimentation, le sport, bref, une bonne hygiène de vie en général, ça va vous aider à remettre tout d'aplats plus vite. Donc ça, c'est tout ce qui est comportemental. Ensuite, les deux derniers, c'est psychologique, plaisir détente et doudou. Alors, rappelez-vous, je vous disais au début que ce qui était très important, c'était de prendre les choses de façon progressive. D'abord, on travaille sa motivation. Après, on prend en charge sa dépendance physique si on en a. Parce que le fait de faire comme ça rend la suite beaucoup plus facile. Ensuite, on regarde ces cigarettes comportementales. Qu'est-ce qui est de l'ordre du pop-up? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'habitude? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la stimulation? Et comment est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Et ensuite, on s'occupe de plaisir, détente et doudou. Parce que vous allez voir que si vous avez tout pris en charge, et ben plaisir, détente et doudou, déjà, auront perdu un petit peu de leur clinquant. Parce que dans chacune de ces cigarettes psychologiques, il y a du physique, il y a du comportemental. Et enfin, il y a du psychologique. C'est un peu comme un oignon que vous éplucheriez, vous voyez. Il faut arriver au cœur de l'oignon. Par exemple, si je prends plaisir détente, imaginons une situation typique. Je suis avec des amis en terrasse, en train de boire un verre de vin, et je fume une cigarette, et je suis bien. Vraiment, la phrase que je me dis dans ma tête à ce moment-là, c'est « Ah, qu'est-ce que je suis bien, je mets tous mes problèmes de côté, je profite de l'instant présent, je souffle, c'est le bonheur. » Ok, sauf que, en vrai, vous êtes en train de boire un verre d'alcool, et le verre d'alcool, en fait, il va aller endormir votre cerveau. Et que votre cerveau ne supporte pas d'être déséquilibré. Ce qu'il veut, c'est être dans un état d'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre. Hein. Et donc, on parle de ça quand on parle d'équilibre au niveau de votre cerveau. Et donc, votre cerveau qui est un petit peu endormi ne supporte pas ça et il va tout de suite appeler un stimulant. Et le stimulant qu'il connaît le mieux, c'est la cigarette. Et donc, il y a un appel automatique qui va se faire entre alcool et cigarette. Donc, si vous prenez de la nicotine de substitution, déjà, l'appel de la cigarette va être beaucoup moins fort. Et vous remarquez ce que je viens de vous dire, il y a un appel automatique. Parce qu'il y a fort à parier que systématiquement, quand vous prenez un verre d'alcool, dans ces moments-là, vous prenez une cigarette. Et donc, il y a du comportemental, il y a du Pavlov. Et donc là, il y a une stratégie à mettre en place aussi. Vous voyez, c'est vraiment un automatisme pavlovien qui a été mis en place. Donc, c'est pas du psychologique. Et ensuite, il y a cette idée de plaisir. Mais ça, cette idée de plaisir, elle se travaille. Finalement, la vraie problématique là-dedans, le fait que vous vous disiez tiens, je souffle, je mets tous mes problèmes sous le tapis, je profite de l'instant présent et tout ça, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'agir en amont et de réfléchir à votre charge mentale, de réfléchir à votre organisation, de réfléchir à votre gestion du stress, tout ça, de prendre vraiment, de travailler dans le dur, quoi. Parce que est-ce que c'est normal d'être comme une cocotte minute, prête à exploser et d'avoir besoin finalement de ces moments-là qui sont finalement très courts et qui vont pas régler vos problèmes parce que le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, ils seront toujours là, la charge mentale sera toujours là, le stress sera toujours là, et puis en plus, potentiellement, vous aurez la gueule de bois. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce que la cigarette, vraiment dans ces moments-là, apporte un plus?
Est-ce que ce qui vous fait du bien, c'est pas d'être avec vos amis, tout simplement? Bref, il y a beaucoup de… Le fait de prendre de la hauteur par rapport à ces situations-là, où vous donnez des super pouvoirs à votre cigarette, est hyper importante parce que vous allez pouvoir démystifier tout ça. Alors parfois, c'est dur de le faire tout seul. Et ça vaut le coup d'aller voir quelqu'un pour se faire accompagner. C'est vraiment le sujet le plus compliqué, hein. Je vous le cache pas. C'est pour ça que c'est le cœur du réacteur, le cœur de l'oignon. Et ensuite, il y a la cigarette doudou. Là, la cigarette doudou, je vous fais le même raisonnement. Je suis stressée, je fume. OK. Mais est-ce que vous êtes stressé uniquement parce qu'il y a cet événement extérieur qui vous a mis un coup de pression? Votre patron, votre dossier qui n'avance pas, vos enfants qui hurlent à côté de vous? Ou est-ce que c'est en plus que ça fait 1 heure que vous n'avez pas fumé et que vous commencez à être un petit peu tendu? Si vous prenez de la nicotine de substitution, vous allez vous rendre compte déjà que votre niveau de stress va baisser. Et ça, je ne vous mens pas quand je vous dis ça. Quand quelqu'un est très dépendant physiquement, il est toujours dans un état de stress. Il est toujours un peu tendu. Et quand il met un patch, je vous jure que c'est vrai, je le vérifie à chaque fois, il est zen. Et les personnes que j'accompagne me disent, mais c'est fou, en fait, je me sens hyper bien, je suis sur un petit nuage. Bah, c'est juste parce que vos récepteurs nicotiniques arrêtent de vous réclamer de la nicotine, vous arrêtez d'être tendu à cause de ça. Et donc, les stress extérieurs rebondissent beaucoup plus facilement sur vous. Vous les agrippez, vous les accrochez beaucoup moins. Donc, première étape, dépendance physique. Ensuite, comportementale. Est-ce que systématiquement, quand vous êtes un peu tendu, vous avez ce réflexe de descendre, d'aller fumer une cigarette, de vous isoler, tout ça? Est-ce que vous ne pourriez pas faire autrement? Est-ce que, vous savez, je vous parlais de substitution. Est-ce que vous ne pourriez pas remplacer votre cigarette par 5 minutes de cohérence cardiaque, par le fait de parler à quelqu'un, d'aller passer un coup de téléphone, d'aller marcher tout simplement, de danser chez vous, je sais pas. Bah, bref, il y a plein de choses à faire qui peuvent remplacer cette cigarette et qui peuvent vous faire baisser en pression. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, d'attaquer encore une fois le fond du sujet. Est-ce que, par exemple, là j'ai un exemple très très concret qui me vient à l'esprit. J'ai une patiente en ce moment, une cliente qui est au Canada et qui me dit que on discute, et puis finalement elle se rend compte que son métier la stresse énormément et qu'elle supporte plus ce métier et que ça fait des années qu'elle supporte plus ce métier mais qu'elle n'osait pas se le dire. Et ben là je l'ai revue après 1 mois et elle me dit qu'elle est en train de postuler à d'autres postes et que d'un coup ça va quand même beaucoup mieux et qu'elle est beaucoup moins tendue parce qu'elle a un objectif, un projet, qu'elle sait qu'elle a pris en main le sujet et donc elle a beaucoup moins de tentation de fumer parce qu'elle est moins stressée. Voilà, il faut très souvent, et c'est le cas de ces cigarettes psychologiques, la cigarette c'est vraiment un écran de fumée, soit ça vous permet de fuir le fond du problème, soit ça vous donne une satisfaction à court terme, mais ça ne règle pas le problème. Voilà, donc c'est très important, encore une fois, d'être honnête avec vous-même et d'oser aller chercher derrière. Oups là. Donc, Damien, toujours pas de réaction dans le chat? Ah, bon. J'espère que vous êtes toujours là. Non, pardon. Donc, je continue. Ah, Pas de questions dans le chat. ok. J'ai eu peur que tout le monde soit parti et que je sois seule à parler depuis une demi-heure. Donc maintenant, les méthodes. Parce que vous avez vu, il faut faire vraiment l'audit de votre dépendance, comprendre vraiment les différents ressorts et ensuite agir méthodiquement avec les méthodes. La première méthode, c'est le travail de la motivation. C'est primordial. Donc, une fois qu'on va faire cet exercice, parce qu'on va avoir un peu le temps là après, de voir vos freins, une fois que vos freins sont identifiés, il faut chercher de l'info pour les démystifier, quoi, pour trouver des solutions. Est-ce que ça se fait par la lecture? Est-ce que ça se fait par le visionnage de documentaires? Il y en a qui sont incroyables, hein. Il y en a un que j'adore, moi, c'est Propaganda, la fabrique du consentement. Là, si vous voulez un shoot de motivation, allez-y. Et c'est pas que sur la cigarette, c'est sur tout le phénomène de relations publiques. Comment est-ce que des cabinets de relations publiques ont fait adopter des comportements de consommation à des personnes dans le simple objectif de faire fructifier le business d'industriel. Et qu'importe si ça a des effets négatifs sur la santé des gens. Donc ça parle de ça, ça parle de, enfin, en gros de tout c'est du lobbying quoi, hein, mais c'est assez édifiant et c'est très très motivant parce qu'en fait on se rend compte du poids du marketing et d'à quel point on est pris pour des pigeons. Et je sais que ça peut être très efficace parce que on a du mal à accepter le fait d'être pris pour des idiots.
Donc ça, voilà, ça c'est la recherche d'information, de vraiment voir de chercher à voir le vrai visage de la cigarette. Ensuite, évidemment, de se faire soutenir par des proches, de chercher du soutien avec les applis. Hein, les applis, ça peut paraître un peu bébête comme ça, mais c'est hyper efficace quand on se connecte le matin de voir que on a continué à progresser, qu'on décrase ses poumons, qu'on a économisé de l'argent, qu'on n'a pas fumé X cigarettes, qu'on a économisé tant d'argent. Voilà, c'est très positif. Il y a les réseaux sociaux aussi qui peuvent être motivants. Moi, par exemple, avec mon compte, je poste beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des groupes privés sur Facebook qui sont incroyables. Il y en a un surtout qui est vraiment génial, qui s'appelle Je ne fume plus, que je vous recommande 1000 fois. Il y a aussi des tabacologues qui peuvent vous aider à travailler votre motivation. Alors, je mets certains tabacologues parce que derrière chaque professionnel de santé, il y a des humains qui ont des approches différentes, des appétences différentes. Et très souvent, les tabacologues sont des professionnels de santé qui, malheureusement, sont formés en fac de médecine et qui ont une porte d'entrée maladie et médicaments. Et donc, ils vont être sur la nicotine, sur les médicaments à 200% et qui ne vont pas prendre le temps de travailler votre motivation, de travailler vos freins, de voir derrière la forêt. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, c'est très important de chercher la bonne personne. Typiquement, moi, en tant que coach, c'est ce que je fais. Mais voilà, tout le monde n'a pas cette approche-là. Donc, il faut vous renseigner sur Internet. Ensuite, il y a la prise en charge de la dépendance physique. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième étape. La dépendance physique, vous la prenez en charge. Alors, encore une fois, c'est au libre choix de chacun. Vous pouvez très bien décider d'affronter, comme le prône Alain Carr, votre dépendance physique comme voilà, un soldat qui va aller affronter ça, comme vous voulez. Je trouve ça très violent, mais c'est comme vous voulez. Donc, si vous voulez suivre mes recommandations, dans ces cas-là, je vous recommande en première intention le patch, parce que c'est vraiment le plus efficace. Le patch, il va vous aider à avoir de la nicotine en continu sur toute la journée et donc de vraiment pas du tout vous soucier de cette dépendance physique. Le patch, comme ça je vous le dis, se pose sur peau propre et sèche le matin. Généralement, se retire juste avant de se coucher. Parfois, on peut dormir avec quand vraiment, déjà quand on fume la nuit, il y en a qui fument la nuit, ou aussi quand vraiment le matin est très très dur et que vous enchaînez les cigarettes le matin, ça peut valoir le coup de dormir avec pour apaiser votre état le matin. Mais le problème, c'est que dormir avec de la nicotine, souvent ça excite et ça fait que vous dormez mal. Et donc, c'est quand même pas le but parce que le sommeil, c'est quand même un des 3 piliers d'une bonne hygiène de vie avec l'alimentation et l'activité physique. Donc, si vous perturbez votre sommeil, c'est pas génial. Mais voilà, vous faites comme vous le sentez, faites vos tests. Et vous le verrez dans le test de Fagerström, je vous explique en fait comment trouver votre bonne dose. On part du principe que une cigarette égale 1 milligramme, mais toutes les cigarettes ne se valent pas. Par exemple, une roulée vaut 2 cigarettes, un cigarillo vaut 2 cigarettes aussi, une cigarette à la menthe vaut 2 cigarettes, un joint vaut 5 cigarettes, une bouffée de chicha vaut 1 cigarette. Donc voilà, faites vos calculs une fois que vous aurez fait voilà, un petit bilan. Ce patch peut être complété par des formes orales qui sont la gomme, les pastilles, le spray et l'inhaleur, qui ont la particularité la nicotine de ces formes orales a la particularité de ne passer que par la bouche. Donc, il ne faut surtout pas croquer vos pastilles parce que dès que vous avalez votre salive, la nicotine ne passe plus et ne fait plus aucun effet. Ça va juste vous faire mal au ventre. Idem pour la gomme n'est pas un chewing-gum, c'est vraiment une gomme avec une sorte de dragée avec un liquide à l'intérieur. Vous croquez, vous laissez vous laissez la salive dans votre bouche, que ça picote, et quand ça ne picote plus, vous ressortez la gomme de votre gencive, là, enfin de l'espace entre votre gencive et votre joue, et vous recroquez, et rebelote jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de goût. Il y a aussi la e-cigarette. La e-cigarette que je recommande de prendre en complément du patch. Parce que si vous ne prenez que la e-cigarette, vous allez avoir du mal à obtenir votre dose de nicotine, le palier auquel vous êtes bien, et vous allez vous retrouver à biberonner votre e-cigarette et vous allez vous retrouver perdant au change. Donc, c'est important pour moi d'avoir le patch qui va vous donner vraiment votre bonne dose de nicotine et que la e-cigarette soit utilisée comme un outil ponctuel, en fait. Par exemple, quand vous êtes en train de boire un verre avec vos copains ou quand vraiment vous avez un gros coup de stress, voilà, dans des moments ponctuels. Si vous ne voulez pas de nicotine, tournez-vous vers des professionnels de santé type homéopathe, phytothérapeute, aromathérapeute, j'ai dit naturopathe, oui, je crois.
qui vont vous aider à trouver des produits naturels qui vont vous aider à cibler les symptômes de manque un à un. Je vous invite vraiment à avoir des professionnels de santé parce que les plantes, c'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. Il peut y avoir des interactions médicamenteuses, il peut y avoir des précautions d'usage. Si vous êtes enceinte, si vous avez de l'hypertension artérielle, des choses comme ça, donc soyez vigilants. Et je mets l'acupuncture et ses variantes, type laser, type auriculothérapie, dans cette catégorie-là, mais je pourrais la mettre dans n'importe laquelle de ces catégories, parce que l'acupuncture, en fait, va refluidifier l'énergie dans votre corps, et donc ça va avoir un effet positif sur votre état général de bien-être, qui est bon à prendre, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, même sans arrêt du tabac, allez voir ce genre de professionnel, c'est toujours très positif pour votre santé. Et la dernière option, c'est Champix et Ziban, qui sont des médicaments que personnellement, je ne recommande pas. Déjà, le Ziban n'est plus remboursé par la sécurité sociale parce qu'il a des effets secondaires qui sont hyper violents. Et le Champix avait été déremboursé, mais est re-remboursé parce qu'il y a des petites histoires de lobbying, je pense. Et en fait, au-delà de tout ça et au-delà des effets secondaires, déjà, vous dire qu'ils ne sont prescriptibles par votre médecin qu'en deuxième intention après les patchs pour le Champix et en troisième intention pour le Ziban après les patchs et le Champix. Et ils ne sont recommandés qu'aux personnes très dépendantes physiquement. Et donc, pourquoi je ne recommande pas le Champix? Parce qu'en fait, il va agir comme un bouchon. La molécule va aller boucher les récepteurs nicotiniques, ce qui fait que quand vous allez fumer une cigarette, la nicotine ne va plus pouvoir se clipper sur les récepteurs, et donc il ne va plus y avoir de sentiment de plaisir. Donc, plus aucun intérêt à fumer, donc naturellement, vous allez arrêter. Le problème, c'est que comme ça se fait très facilement, vous n'allez pas réfléchir à tout le reste. Vous n'allez pas réfléchir au super pouvoir que vous donnez à la cigarette et à la dépendance psychologique. Et donc, quand vous allez arrêter le Champix, vous allez peut-être avoir une situation de stress et vous allez encore avoir ce vieux réflexe de cigarette qui d'un coup va être plaisante à nouveau et vous allez retomber dans la spirale. Et enfin, il y a la dépendance psychologique. Et donc, pour la dépendance psychologique et comportementale, je recommande, au-delà de mes 3 méthodes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est arrêt du produit d'origine ou du comportement d'origine ou substitution et ou perturbation de votre routine, il y a une méthode qui est très efficace qui s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale ou coaching cognitivo-comportemental si vous faites ça avec un coach, qui vous permet en fait de faire tout ce travail d'épluchage d'oignons qu'on a vu ensemble et de construction d'une stratégie personnalisée et de mise en place, de passage à l'épreuve de cette stratégie pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc ça peut prendre une dizaine, une quinzaine de séances, mais c'est très efficace. Il peut aussi y avoir la psychothérapie. Oui, on a une première question. Est-ce qu'il y a des bons patchs que tu peux conseiller, des marques de patchs à conseiller? Alors en fait, les patchs, il y a différentes. Oui, les marques que je recommande le plus, c'est les Nicopatch Lib et les Nicorette Skin. Les Nicopatch Lib étant vraiment les mieux parce que c'est les mieux tolérés. C'est des patchs qui sont sur 24 heures, mais le fait que ce soit 24 heures, c'est du marketing. Ça, vous pouvez très bien dormir avec, en effet, mais si vous l'enlevez avant, bah, c'est pas grave. Et les patchs Nicorette Skin sont des patchs 16 heures, donc ça veut dire qu'ils diffusent sur 16 heures, mais je pense que si vous les gardez plus longtemps, ça continue de diffuser très légèrement. Voilà, encore une fois, c'est du marketing, mais c'est une forme carrée, blanche, et qui est très peu allergène, alors que les autres marques, parfois, peuvent provoquer des réactions allergiques. Voilà. Merci. Je t'en prie. Donc, il y a la psychothérapie aussi qui peut être très utile parce que dès que vous allez commencer à regarder dans la forêt ce qui s'y passe derrière l'arbre, vous allez peut-être vous rendre compte que la cigarette est une béquille, voire une amie, et que vous lui avez donné une place dans votre vie très, très importante et que l'idée d'arrêter de fumer, c'est un peu comme un deuil pour vous, quoi. Il y a vraiment un truc très lourd. Bon, si vous commencez à ressentir des choses comme ça, allez voir un psychothérapeute qui va aller vous aider en quelques séances à balayer tout ça et ça pourra pas vous faire de mal. Donc, et puis ça peut se faire très vite. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un psychothérapeute. Ensuite, il y a l'hypnose. Alors, l'hypnose, ça va aller défaire les conditionnements, travailler les croyances. Donc, c'est très positif. Maintenant, regardez bien une chose, c'est qu'on est dans la catégorie psychique. Donc, ça veut dire que si vous avez une dépendance physique, l'hypnose ne pourra rien faire pour ça. Et si vous ne faites que l'hypnose et que vous êtes dépendant physiquement, ça n'enlèvera pas les
symptômes de manque que vous pourrez ressentir. Donc, c'est vraiment très important d'agir à tous les niveaux. Dépendance physique, ok, vous prenez en charge avec ce que vous voulez, et ensuite, vous allez voir un hypnothérapeute si vous voulez. Hypnose, enfin, tous ces professionnels de santé, de médecine parallèle, entre guillemets, faites attention aux personnes que vous allez voir. D'abord, cherchez avec le bouche à oreille. Ensuite, appuyez-vous sur des réseaux de recommandations. Moi, par exemple, je suis sur le site internet qui s'appelle Médoucine, qui est une sorte de Doctolib des médecines douces. Je vous recommande vivement de chercher vos professionnels de médecine douce sur ce site-là, parce qu'en fait, il y a des témoignages de personnes qui nous ont vus. Il y a on est obligé de montrer patte blanche à l'entrée avec des diplômes. On est obligé d'envoyer des pairs de santé sont obligés d'envoyer des validations de notre pratique. Donc, c'est très sérieux. N'allez pas voir n'importe qui comme ça, parce que parfois, malheureusement, il y a des charlatans. Et ensuite, la dernière technique, c'est une grosse technique, hein, c'est tous les outils qui peuvent vous aider à gérer votre stress. La sophrologie, le yoga, la méditation pleine conscience, le sport, évidemment, les activités manuelles de do-it-yourself qui vont vous mettre dans un état de flow qui se rapproche un petit peu de la méditation. Tout ce qui va vous permettre de vous apporter un peu d'air dans votre vie de tous les jours, forcément, ça va avoir un impact positif sur votre état d'esprit et donc sur votre arrêt du tabac. Et je terminerai comme ça, c'est que il y a des personnes qui peuvent vous accompagner là-dessus. Il y a des tabacologues, il y a des coachs. Voilà, n'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas tout seul, à vous faire accompagner, mais il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas tout seul. Et je conclue comme ça. J'ai écrit un livre qui est un pas à pas en 21 jours qui vous permet de décortiquer tout ça avec des exercices d'auto-coaching pour vous permettre d'avancer tout seul. Ça peut être Alice, pardon, une bonne façon. il y a une personne qui doit quitter la réunion. Donc, nous, on va vous envoyer le replay. La question est, est-ce qu'il y a un replay qui est prévu par mail? Il y aura le replay qui vous sera envoyé en début de semaine prochaine avec une enquête de satisfaction et le document dont tu peux parler également, Alice. Oui, et le mémo qui est donc le mémo qui reprend les différentes informations importantes que je viens de vous donner pendant ce webinaire, et aussi les tests pour que vous puissiez les faire et les résultats pour que vous ayez une idée de votre profil de fumeur et que vous puissiez enclencher la construction de votre stratégie. Donc, ce que je vous propose maintenant, comme il nous reste 20 minutes, c'est que l'on retourne sur Mentimeter et que on fasse un petit audit de vos freins. Et comme ça va nous permettre, à mon avis, d'enclencher des questions, sauf si vous avez des questions déjà. Non, pas de questions. Sur ce qui a été dit, pas de questions. Okay. Des remerciements? Oui, un remerciement sur la personne, justement, sur le fait de recevoir le replay par mail et puis le document qui est dans le webinaire. Il sera également envoyé, le mémo tabac qui sera envoyé également lundi ou mardi. Ok, super. Donc là, maintenant, si vous êtes d'accord, je vais vous demander de retourner sur menti.com et en tapant ce code 88 39 96 57, de rentrer un mot. Alors là, je vais vous demander pour que le jeu en vaille la chandelle, de rentrer un mot qui résume votre frein et de tout écrire en minuscule et sans accent. Comme ça, on est sûr que on écrira tous de la même façon. Et comme ça va nous faire apparaître en fait les différents freins. Et plus vous serez nombreux, plus ils ressortiront gros, vous verrez, en forme de nuage de mots. Et comme ça, je pourrai répondre à ces différents freins. Alice, on a une question. Est-ce que ton livre est disponible à la FNAC? Oui, il est disponible à la FNAC. En commande, hein, je pense. Alors, qu'est-ce qui vous freine? Parce que si vous êtes avec moi aujourd'hui, a priori, c'est que l'arrêt du tabac vous intéresse. A priori, c'est que vous y pensez, mais vous ne vous lancez pas. Et si vous ne vous lancez pas, c'est bien qu'à un moment, il y a un nœud. Donc là, il y a quelqu'un qui a répondu « Merci, l'habitude ». La peur de grossir. Et la peur de grossir, c'est pas un mot. Hein. Attention. Mais c'est pas grave, je le prends quand même. Poids, peur. Ok, donc là déjà, on a 2 sur la prise de poids. La peur. La peur, c'est très intéressant parce qu'en fait, moi, ce que je vous invite à faire quand vous avez peur, la peur, c'est beaucoup trop générique.
Vous avez peur de quoi? Est-ce que vous avez peur de souffrir? Est-ce que vous avez peur de perdre au change, que votre vie soit triste? Est-ce que vous avez peur d'échouer? Vous avez peur de quoi? Est-ce que vous avez peur de grossir? Est-ce que vous avez peur d'être irritable? Vous voyez, la peur, c'est un peu trop vague pour moi. Envie de se détendre vite, alors là, vraiment, 5 mots, mais je le prends quand même. Envie de se détendre vite. Ah ouais, ah, ça c'est intéressant aussi, l'envie de se détendre vite, parce que finalement, si vous avez bien entendu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est rigolo ce processus, c'est de vous détendre vite, mais ce qui vous a tendu, c'est la cigarette, c'est l'absence de cigarette. Finalement, si vous arrêtiez de fumer, vous n'auriez pas de besoin de vous détendre vite. C'est un peu ce qu'il faut voir, hein, vraiment, c'est que quand on ne fume plus, quand on a finalement des techniques qui nous aident à être zen, c'est une expression que j'ai utilisée tout à l'heure et que j'aime beaucoup, c'est que le stress rebondit sur nous beaucoup plus. Là, quand on fume, on est à fleur de peau. Donc, l'envie de se détendre vite, elle va disparaître parce qu'il n'y aura plus besoin de vous détendre vite. Et de toute façon, c'est hyper intéressant vraiment ça. Parce qu'il se passe quoi sinon? Si vous vous détendez pas vite, vous tapez quelqu'un, vous vous transformez en Hulk. Il y a aussi cette peur de vite, 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 il me faut une cigarette parce que sinon, mais sinon quoi? Vous n'allez pas vous rouler par terre, hein, vous n'êtes pas en train de faire un sevrage à l'héroïne, vous allez vous mettre à vomir, ou vous n'êtes pas non plus en sevrage d'alcool où vous risquez un délirium très mince. Là, vous n'auriez pas votre dose de nicotine. Voilà. Vous risquez juste d'être un peu agressif, mais j'espère que vous n'allez pas vous mettre à taper quelqu'un. Enfin, en tout cas, voilà, c'est intéressant cette idée de se détendre vite. Voilà. Les échecs multiples aussi, c'est très intéressant parce que parfois ça peut être décourageant de se dire j'essaye et ça marche jamais. Et on voit le verre à moitié vide, mais moi j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que à chaque fois que vous arrêtez de fumer, alors oui, ça marche pas peut-être, mais à chaque fois vous apprenez quelque chose. À chaque fois, chaque arrêt est différent du précédent. Vous apprenez par exemple que juste une cigarette ça marche pas parce que vous réenclenchez la machine, vous remettez une pièce dans le jukebox. Que finalement, ce qui est très très important pour vous, ou en tout cas ce qui est vraiment marquant chez vous, c'est cet état de stress permanent et que vous n'arrivez pas à faire sans, ou que peut-être vous n'avez pas utilisé la bonne stratégie jusque-là. Est-ce que vous avez utilisé, enfin voilà, est-ce que la combinaison d'outils que vous avez utilisée est la bonne? A priori non, mais ça veut dire qu'il y a encore un truc à chercher. Mais ne vous découragez pas parce que vraiment, chaque tentative, il y avait une publicité de Santé publique France de l'INPES il y a fort longtemps, il y a bien 20-30 ans, qui disait chaque tentative est un pas de plus vers l'arrêt définitif. Et je trouve cette phrase très très forte parce qu'en effet, on n'en a pas conscience, mais à chaque fois, on apprend des choses qui nous rendent plus forts et qui font qu'on va aller plus loin la prochaine fois. Donc le poids, que je vous parle du poids quand même. Alors, la cigarette nous fait brûler plus de calories. Le fait d'être fumeur fait que le corps du fumeur brûle plus de calories que le corps d'un non-fumeur. Alors on pourrait se dire chouette, c'est une bonne nouvelle. C'est sympa, c'est-à-dire la cigarette, elle m'aide à garder la ligne. Sauf qu'en fait, pourquoi votre corps brûle plus de calories quand vous fumez? C'est parce que votre corps est en guerre. Il est en kata. Il est en train de lutter contre les produits chimiques que vous lui donnez. Il est en train de faire tout son possible pour expulser ces produits chimiques, pour réparer ce que vous êtes en train d'abîmer avec la cigarette. Donc en fait, c'est un champ de bataille là, votre corps. Il n'est pas, c'est pas le bikini challenge pour avoir un corps de rêve cet été. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout un allié santé. C'est imaginez vraiment une zone de guerre à l'intérieur où votre corps est fatigué, il lutte, il utilise tout ce qu'il peut, il va puiser dans toutes vos réserves de vitamines, de minéraux pour pouvoir vous réparer. Et donc, votre corps, il est fatigué. Sans compter le fait qu'il est asphyxié, encore une fois, parce que vous lui mettez du monoxyde de carbone dans le corps. Donc, le fait que vous soyez en sous-poids par rapport à votre poids normal, finalement, n'est pas une bonne nouvelle. Donc, quand vous allez arrêter de fumer, vous allez reprendre
a priori, je dis a priori parce que c'est loin d'être le cas pour tout le monde, hein, il y a énormément de personnes qui ne prennent pas du tout de poids, voire qui en perdent. Mais la logique veut que quand on arrête de fumer, on prenne 2, 3, 4 kilos dans le mois qui suit à peu près l'arrêt du tabac, parce que votre corps souffle, votre corps est en vacances. Et vous, quand vous êtes en vacances, je suis sûre que vous prenez quelques petits kilos, et ben là, votre corps, c'est pareil. Et la bonne nouvelle, c'est que ces 2, 3, 4 kilos, ça va s'arrêter là. Une fois que vous aurez retrouvé un équilibre interne, votre corps, il va pas grossir plus que ça. Si vous grossissez plus que ça, c'est qu'il y a un problème. C'est soit que vous avez des fringales et que vous avez hyper faim et que vous mangez plus, et dans ce cas, c'est un symptôme de manque physique. Solution, nicotine. Ça va couper les fringales. Soit que vous avez un besoin d'oralité, un besoin d'avoir quelque chose à la bouche, un besoin de gérer vos émotions, autrement qu'avec la cigarette, puisque la cigarette n'est plus là, et donc vous allez vous tourner vers la nourriture. Dans ce cas, il faut anticiper ça, parce que peut-être que c'est déjà un réflexe que vous avez, peut-être que vous identifiez déjà que vous gérez vos émotions avec la cigarette, et dans ce cas-là, il faut traiter cette histoire-là de gestion des émotions. Depuis quand on gère ces émotions avec un produit chimique ou avec de la nourriture? On écoute ces émotions. L'émotion, c'est un message que votre corps vous envoie pour vous dire « j'ai un besoin auquel tu ne réponds pas ». Est-ce que vous avez besoin d'être réconforté? Est-ce que vous avez besoin de crier votre colère, d'exprimer une injustice que vous ressentez? Est-ce que vous avez besoin, voilà, je sais pas, il faut identifier vraiment quelle colère quelle émotion vous ressentez et comment vous pouvez répondre à ce besoin autrement qu'en mettant un écran de fumée ou en l'asphyxiant avec des produits chimiques. Et si vous faites ça, vous n'aurez pas besoin non plus de compenser avec de la nourriture. Et surtout aussi, pardon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces 2, 3, 4 kilos que vous allez prendre naturellement, hein, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de dérapage, vous allez les perdre naturellement. Donc, n'ayez pas peur en fait de perdre du poids, de prendre du poids. Et quand bien même vous prendriez quelques kilos, je vous rappelle que là, vous êtes en train d'arrêter de fumer, vous êtes en train de faire un bien énorme à votre corps. Et c'est pas les 2, 3 kilos qui vont être catastrophiques, surtout qu'on est en novembre. Et encore une fois, l'important, c'est quand même cet été. Et on n'y est pas, vous avez le temps de perdre votre poids. Voilà. Les habitudes, c'est marrant parce que j'ai une cliente en ce moment qui justement avait extrêmement peur des habitudes. Elle me disait que ses journées étaient rythmées vraiment, étaient là tout le temps en fait. La cigarette était là tout le temps et c'était une somme d'habitudes et qu'elle allait être complètement perturbée. Elle ne voulait pas prendre de patch. Finalement, en discutant avec elle, elle a décidé d'essayer et ça a complètement changé sa perspective et elle ne me parle plus du tout de ses habitudes. Les habitudes, encore une fois, éplucher l'oignon. Commencez par le commencement, la dépendance physique. Si vous avez une dépendance physique, évidemment, vous confondez les appels de la cigarette avec les habitudes. Mais prendre une cigarette toutes les 2 heures, c'est pas une habitude, c'est un appel physique de votre cerveau. Donc, faites ça et puis après, mettez en place les 3 techniques que je vous ai présentées et vous allez voir vraiment que ça va faire la différence. Voilà. Écoutez, je crois avoir fait le tour des freins que vous m'avez présentés. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je me remets Merci en à grand écran pour que vous me voyez. Est-ce qu'il y a Merci à vous. des questions? Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants avant de conclure le webinaire? N'hésitez pas à partager peut-être votre expérience personnelle d'ailleurs. Je ne sais pas si les proches de fumeurs sont encore là et si ce webinaire les a aidés à y voir plus clair, à mieux comprendre en fait ce que vivaient leurs proches. J'espère. Et surtout, n'oubliez pas en partant de bien télécharger le mémo. On a 4 personnes qui nous disent merci pour votre intervention, très intéressant, j'ai beaucoup appris. Il y a une question intéressante, quand est-ce que l'on sait si on est prêt? Ah oui, il y avait cette question de quand. C'est une bonne question. On sait qu'on est prêt, ça vient automatiquement en fait. C'est qu'à un moment, quand je parle de cette idée de déclic, j'aime beaucoup cette idée de déclic parce que c'est vraiment ça. C'est qu'à partir du moment où on a vraiment balayé toutes ces craintes, qu'on n'a plus peur de se lancer, qu'on sait comment on va faire, qu'on sait qu'on va pas souffrir, qu'on a sa route, il n'y a plus rien qui nous empêche d'y aller. Et donc, c'est le bon moment maintenant. Après, il y a toujours cette question de est-ce que les vacances, c'est le bon moment? Est-ce que il va y avoir la période des fêtes et tout ça? Mais
Si vraiment vous avez une motivation en béton, que vous savez que vos bonnes raisons d'y aller sont très fortes et très claires pour vous, il n'y a pas de fête qui tienne. Si vous vous dites la fête va être moins folle parce que je n'aurai pas de cigarette, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est que vous n'avez pas terminé le travail de déconstruction sur ce que la cigarette vous apportait, sur la cigarette psychologique, plaisir. En fait, c'est très très intéressant de vous écouter vraiment et de cette petite voix intérieure qui vous parle et qui vous dit oh allez plus tard. Pourquoi elle vous dit plus tard? C'est quoi son argument? Faites-la parler cette petite voix. Et il y a aussi un truc que je vous ai pas dit et qui est très très utile, c'est cette petite voix là qui vous pousse à fumer. Moi, j'aime beaucoup lui donner un visage, lui donner un prénom, lui donner une odeur, lui donner une voix, parce que le fait de la visualiser, ça va vraiment vous aider à la mettre dehors ou à lui répondre et à prendre de la distance en fait avec elle. Parce que quand c'est votre petite voix qui est là et qui vous parle automatiquement, on a tendance à pas la voir. Alors que si vous lui donnez un visage, vous allez dire ah bah tiens te revoilà toi, t'es ma petite voix, t'es mon petit démon qui veut que je fume. Alors qu'est-ce que t'as à me dire? Voilà, vas-y, je t'écoute. Et vous allez entendre beaucoup plus facilement ce qu'elle a à dire. On a deux autres questions. Est-ce que tu peux repréciser le nom de ton livre? Oui, bah, il est un peu long. C'est j'arrête en attendez, même moi je l'ai plus. J'arrête enfin de fumer facilement et pour de bon. Je vous le remets là, du coup. Hop, 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 hop. Mais si vous tapez Alice Denoise sur la Fnac, vous allez la voir, hein. Une personne qui témoigne, merci pour votre intervention. J'ai arrêté pendant 4 mois. Je me suis aidé avec des patchs à un moment de faiblesse. À un moment de faiblesse, j'ai repris, pardon. Combien de Ah temps oui. doit-on garder les patchs? Alors oui, bonne question. C'est vrai que je l'ai pas dit. Généralement, on part du principe qu'on passe un mois par palier. Mais ce qui est très très important, quand on arrête de fumer en général, c'est de se reconnecter à ses pensées, à son corps, à ce qui se passe dans son corps. Parce que si on se reconnecte à son corps, eh ben, on va beaucoup plus voir les effets positifs et tout ça, et ça va être motivant. Et donc, en fait, le fait de se reconnecter à son corps, ça va vous dire si c'est le bon moment ou pas de passer à la dose du dessous. Parce que quand on est sous patch, quand on est bien dosé, on se sent bien, on se sent zen, on n'a plus d'appel automatique de la cigarette ou que ces envies pop-up, là dont je vous parlais, qui disparaissent en quelques secondes, mais on est bien. Quand on est surdosé, c'est comme quand on prend trop de café, voilà, ce que je vous disais au début, on a la tête qui tourne, on a des palpitations peut-être, des nausées, la bouche pâteuse, voilà. Donc ça, c'est qu'on est surdosé. Si avec votre patch, à un moment, vous commencez à sentir ça, c'est que c'est trop dosé, vous passez à la dose du dessous. Donc vous pouvez couper votre patch en deux, couper un quart. Donc en gros, vous l'enlevez, vous attendez que l'effet passe, et une fois que l'effet est passé, vous recollez votre patch coupé. Et au bout d'un mois, normalement, les récepteurs nicotiniques se seront bien fermés et donc vous pourrez passer à la dose du dessous. Et à la dose du dessous, vous analysez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien comme à la dose d'avant, eh ben c'est parfait, vous continuez. Si vous commencez à ressentir des petits symptômes de manque, un peu d'irritabilité, voilà, que ça va pas très bien, c'est peut-être qu'il vous manquait 2-3 jours à la dose du dessus, pardon. Donc vous retournez 2 jours, 3 jours à la dose du dessus, vous refaites le test. Vous voyez, vraiment, n'hésitez pas à faire votre tambouille avec vos patchs. Moi, pour vous dire la vérité, à la fin, j'avais tellement peur de le quitter, mon patch, que j'étais à mon patch de 7 qui était minuscule. Il me restait plus qu'un quart de patch. C'était ridicule, hein. Mais ça devait certainement m'apporter rien du tout, mais ça me rassurait. Parce qu'il y a aussi un petit côté placebo quand même, hein, à la fin du patch. Quand on est à un quart de 7, il y a un effet placebo. Et donc, ça veut dire que si vous commencez à 21, vous allez passer 3 mois avec les patchs en moyenne. Mais que ça peut très bien aller, si vous décidez de passer 2 mois par palier, ça arrive pour certaines personnes, ben ça fera 6 mois. Il y a aussi un truc qui est très important à vous dire, c'est que c'est pas parce que 21 est la plus grosse dose que c'est la plus grosse dose que vous pouvez prendre. Si vous fumez plus d'un paquet de cigarettes par jour, si vous fumez par exemple plus de 20 roulés par jour, eh ben, vous serez plutôt à 2 patchs de 21. Et n'ayez pas peur de ça, parce que encore une fois, ce qui est important, c'est ce que vous dit votre corps. Si votre corps vous dit ah j'en peux plus, je sature, bah, c'est que vous êtes au max, et donc vous passez à la dose du dessous. Mais il vaut mieux taper fort et atteindre la dose, enfin le surdosage pour l'enlever tout de suite, parce qu'encore une fois, dès que vous avez un symptôme de surdosage, vous retirez votre patch et ça part en un quart d'heure. Mais au moins, ça vous donnera une idée très claire de là où il faut que vous soyez, plutôt que de commencer trop bas
et de vous mettre dans une situation où vous avez des symptômes de manque et donc c'est pas confortable. Voilà. Et n'hésitez pas à compléter avec les formes orales ou la cigarette électronique, hein, comme je vous disais. Est-ce qu'il y Merci, a d'autres Ali. questions maintenant? On n'a pas d'autres questions. Ok. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis d'y voir plus clair et surtout que ça vous aura rassuré sur le fait que l'arrêt du tabac n'est pas forcément compliqué, que ça n'est pas forcément un combat et que il faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut prendre le temps de se préparer. Vraiment, j'insiste énormément là-dessus. La préparation est clé. L'arrêt du tabac en soi n'est pas, c'est pas une fin en soi en fait d'arrêter de fumer. Parce que si vous n'avez pas bien préparé, ça va capoter à tous les coups parce que vous n'aurez pas bien envisagé toutes les situations compliquées que vous allez vivre. Donc prenez le temps maintenant, là, pendant ce mois sans tabac, peut-être, prenez une semaine, 15 jours, de vraiment tout passer en revue, de vous poser, de faire ces exercices dont je vous parlais là, les bonnes raisons, les freins, de rechercher de l'information. Et une fois que vous serez prêt, vous le saurez. Et ça se passera très bien. Et une fois que vous vous serez lancé, soyez vigilants, continuez à être à l'affût. Ne pensez pas que vous êtes sorti d'affaire au bout de 15 jours. Vous n'êtes pas un super-héros. Personne ne l'est quand on arrête de fumer. Soyez vigilants pendant au moins 1 an. Voilà. Regardez autour de vous et dites-vous que si vous reprenez une cigarette, vous allez réenclencher le mécanisme. Donc, soyez vigilants et travaillez toutes vos croyances, tous les super pouvoirs que vous avez donnés à la cigarette. N'ayez pas peur de travailler dans le dur.